On est parti d'un constat, d'une forte exaspération, d'un mécontentement des usagers sur le fait que quelque chose n'allait pas. Est-ce qu'on peut concevoir que des personnes qui habitent en milieu rural puissent rester plusieurs jours, plusieurs semaines sans téléphone fixe, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de sa vie du quotidien, ou des conséquences que ça peut avoir au niveau économique, je pense en particulier à l'hôtellerie-restauration ou à l'artisanat, et les conséquences que ça peut avoir au niveau santé, en particulier pour des personnes âgées qui ont la téléassistance. Donc c'est vraiment un vrai problème. On est parti de là. Les élus locaux interpellés se sont mobilisés avec des citoyens, et c'est toute cette campagne de pétition qui a été conduite qui fait qu'en quelques semaines, on a eu à peu près 1500 signatures et sur un territoire géographique assez limité. Aujourd'hui, on évalue à 2500 signatures cette mobilisation qui a fait qu'il a fallu qu'on se pose la question de fond et qu'on essaie d'apporter des solutions. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est le choix qui a été fait de profiter de ce problème pour mettre en œuvre une action de démocratie participative. C'est-à-dire que le citoyen, l'usager ou l'élu local ne soit pas seulement le demandeur d'une réponse politique, mais soit partie prenante de la construction de la réponse politique. Ça a été la deuxième étape, qui a été l'étape de l'élaboration collective d'une proposition de loi, qui a été travaillée bien sûr au niveau de l'équipe parlementaire, qui a été diffusée par voie Internet, par voie numérique, qui a été discutée, amendée par réunion publique avec la participation de plus d'une centaine de personnes, qui ensuite a été finalisée par des échanges entre des participants à cette réunion publique et l'équipe parlementaire, et on arrive à une proposition de loi qui, si elle était adoptée, permettrait d'apporter des solutions à la question de l'entretien des lignes téléphoniques, ce problème des coupures. C'est la deuxième étape durant laquelle on s'est interrogé collectivement sur les réponses à apporter au niveau législatif, c'est-à-dire essentiellement dans deux directions. La première direction, c'est le rétablissement d'une servitude qui ferait que l'opérateur Orange Enseignement France Télécom puisse intervenir dans des propriétés privées pour pouvoir entretenir les abords des lignes téléphoniques, et en même temps qu'il puisse y avoir un pouvoir de substitution du maire en cas de défaillance de l'opérateur pour intervenir à la place de l'opérateur si l'opérateur ne remplit pas ses responsabilités. Deuxième élément de cette construction législative, c'est la possibilité de sanctionner l'opérateur s'il ne remplit pas les missions qui lui ont été confiées par le service universel de téléphonie mobile, et avec des mesures qui sont des mesures d'accompagnement en termes d'information pour qu'on sache où en est le réseau, quelle est la qualité du réseau, qu'est-ce qu'il y a comme travaux à faire, est-ce que l'opérateur fait ses travaux, et s'il ne fait pas ses travaux, qu'il puisse être sanctionné par l'ARCEP, qui est l'agence de régulation et de contrôle de ce type de communication. C'est donc le travail qui a été fait au niveau local de l'élaboration d'une proposition de loi. C'est la deuxième étape. La troisième étape a été, bien évidemment, le dépôt de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, l'inscription de cette proposition de loi dans une niche parlementaire, et le groupe que je préside, le groupe de la gauche démocrate et républicaine, ne dispose d'une niche par an, qui était le 7 mai, donc bien sûr il fallait attendre le 7 mai pour pouvoir amener cette proposition de loi en discussion, en considérant que les 15 députés de mon groupe portaient aussi des propositions de loi. Et que dans une niche, nous pouvons au maximum mettre 3 propositions de loi en discussion. Et j'ai obtenu de mon groupe que sur les 3 propositions de loi que nous allons mettre en discussion dans cette niche annuelle,
il y ait la proposition de loi sur l'entretien des lignes du réseau téléphonique. Cette proposition de loi, donc, à partir du moment où elle a été inscrite dans cette niche, suivait le parcours qui était le parcours des propositions de loi avant d'arriver en discussion en séance publique. Donc, l'inscription, c'est la troisième étape au niveau du groupe et au niveau donc de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ensuite, comment se fait la préparation de la discussion en séance publique sur une proposition de loi? J'ai eu là, il faut le dire, je ne veux pas dire un coup de génie, mais je me suis dit, si on veut que cette proposition de loi aille jusqu'au bout, il faut qu'elle soit inattaquable juridiquement. C'est-à-dire que dans sa formulation, dans ses différents articles, on ne puisse pas nous dire, le moment venu, cette proposition de loi, on ne peut pas la voter, parce qu'elle est en contradiction avec la codification actuelle, parce que la réglementation apporte déjà des réponses, parce qu'elle serait superfétatoire, ou parce qu'elle est en contradiction avec le droit européen, ou alors elle est en contradiction avec notre Constitution, elle ne peut pas être en lien avec le service universel, etc., etc. Donc, j'ai dit, ce qui est une procédure très rare, et je peux dire exceptionnelle, j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale que cette proposition de loi soit soumise à l'examen du Conseil d'État. Il faut savoir que depuis 2012, c'est seulement la troisième fois qu'une proposition de loi portée par un député est soumise à la discussion du Conseil d'État. Le président de l'Assemblée nationale a donc demandé au Conseil d'État d'examiner cette proposition de loi, et nous avons engagé un travail avec le Conseil d'État, un travail très lourd, avec cette première institution de notre République, dans laquelle il y a des anciens ministres, les conseillers d'État, beaucoup des gens qui ont fait l'ENA, des énarques, des personnalités qualifiées, et avec la section qui est la section des travaux publics du Conseil d'État, et a commencé le travail d'examen de la proposition de loi en 3 réunions. Première réunion très technique pour présenter la proposition de loi avec des personnalités extérieures qui avaient été invitées pour pouvoir s'exprimer, avec le rapporteur qui avait été désigné par le Conseil d'État. Réunion très, très précise, très lourde, à laquelle mes collaborateurs de circonscription ont participé et un administrateur de l'Assemblée nationale qui m'a été confié pour suivre ce dossier. Une deuxième réunion de la section des travaux publics du Conseil d'État qui a travaillé article par article pour voir les évolutions qu'on pouvait avoir. Et j'avais sollicité pour ma part non seulement l'avis du Conseil d'État, mais la réécriture des articles si c'était nécessaire, et la suppression d'articles qu'on n'avait pas à maintenir parce qu'ils étaient déjà satisfaits. Et une troisième réunion, l'Assemblée générale du Conseil d'État, à laquelle j'ai personnellement participé aussi, devant le Conseil d'État, où la proposition de loi a été présentée, avec l'avis du rapporteur, avec un échange entre les conseillers d'État et des amendements qui ont été avancés. Et on a donc disposé d'un avis du Conseil d'État et de propositions de modification que j'ai, comme rapporteur de la proposition de loi, intégrées dans la proposition de loi, de façon à ce que l'étape suivante, on présente une proposition de loi, j'allais dire, qui soit imparable, vraiment qui soit cadrée au niveau juridique. Ça a été... je dis que le passage devant le Conseil d'État était un grand moment. Et que les conseillers d'État, d'ailleurs, ont énormément apprécié cette démarche. Certains m'ont même dit, on renoue, nous qui sommes sous les dorures de la République, avec des discussions abstraites, on renoue avec le terrain, avec des problématiques du monde rural qui est si souvent oublié. Ils ont été extrêmement impressionnés, souvent émus, par la démarche que j'ai faite comme député, parce que c'était une démarche rare sur un problème qui n'a pas été considéré comme un problème minime, mais qui a été au contraire considéré comme symbolique d'une république qu'on fractionne et des territoires qui sont des territoires abandonnés. La semaine dernière, j'ai donc soutenu cette proposition de loi modifiée
après le passage au Conseil d'État, devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, comme rapporteur. On a eu un débat dans cette commission, article après article. J'ai expliqué pourquoi je supprimais certains articles, pourquoi j'avais modifié la rédaction d'autres articles. Et j'ai eu, faut le dire, ce plaisir très grand que cette proposition de loi soit adoptée à l'unanimité de la Commission des affaires économiques. C'est vrai qu'auparavant, j'aurais dû le formuler, j'avais aussi fait de nombreuses auditions, j'avais reçu des organismes, j'ai fait des échanges on a pu intégrer tout ça dans notre argumentation. L'étape suivante maintenant, c'est le 7 mai, où cette proposition de loi telle qu'elle a été votée en l'état par la Commission des affaires économiques, cette proposition de loi va arriver en discussion dans l'hémicycle et j'espère qu'elle pourra être votée telle qu'elle est, ce qui n'est pas gagné, parce que derrière tout ça, inutile de dire qu'Orange va agir auprès du gouvernement, que le gouvernement a laissé passer jusqu'à maintenant, mais a exprimé auprès de moi des réticences sur le fait qu'on inscrivait quelque chose de très important, c'était la servitude d'Orange en tant qu'opérateur. Il va y avoir donc des discussions avant le 7 mai. J'espère pouvoir la maintenir en l'état. Peut-être que durant le passage dans l'hémicycle, il y aura des amendements pour en réduire la portée. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est quoi qu'il en soit, on aura obtenu une évolution. Peut-être pas au niveau que je la souhaiterais, peut-être que si, mais en tout cas, toute l'action qui a été menée aura produit un résultat. Mais ça ne sera pas fini. Parce que quand la proposition de loi va être votée à l'Assemblée nationale le 7 mai, il faudra ensuite qu'elle passe au Sénat. Donc là, il faut que je la fasse inscrire dans une niche parlementaire au Sénat. Ça sera les sénateurs communistes qui l'inscriront. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont bien accepter aussi de sacrifier en quelque sorte une proposition de loi plus politique, plus emblématique des combats qu'on peut mener aujourd'hui. Il y a des enjeux quand même importants, qu'ils accepteront de l'inscrire dans une de leurs niches parlementaires. Et si elle est votée en l'état, sans modification, par le Sénat, j'espère en octobre ou novembre, si j'arrive à la faire inscrire en octobre et novembre, la proposition de loi sera applicable. S'il n'y a pas possibilité qu'elle soit inscrite dans une niche au Sénat, il reste bien évidemment le fait que le gouvernement peut l'inscrire dans une loi qui arrive en discussion. La ministre du numérique m'a notamment fait savoir qu'elle pourrait peut-être retenir certains articles de la proposition de loi et les intégrer dans la loi sur le numérique qui va arriver en discussion au mois de septembre, septembre 2015. Pour autant, je serais très attentif, si c'était le cas, à ce qu'elle ne soit pas vidée de sa consistance. Et pour ma part, je préférerais qu'elle suive le parcours jusqu'au Sénat, de façon à ce qu'elle puisse être votée en l'état, qu'elle ne soit pas amputée des points les plus importants. Je dirais que moi, je suis assez fier de ce parcours. Je dis même qu'on a déclenché au fur et à mesure un intérêt incroyable. Parce que je crois, je ne veux pas exagérer, mais je pense que c'est la première fois, je dis bien la première fois, qu'une telle pratique politique, citoyenne, est menée du début, de l'émergence du besoin de la population, jusqu'à sa phase finale, qui est l'inscription dans la loi. Si ça se confirme comme je pense qu'on aura marqué quelque chose de fort pour bien expliquer que si on veut lutter contre la rupture terrible qu'il y a entre le peuple de notre pays et le monde politique, entre le peuple de notre pays et les institutions, il faut des gestes forts. Et là, une des premières réponses, c'est une nouvelle pratique politique. C'est ce que j'appelle donner ses lettres de noblesse à la politique. Mais ce n'est pas la noblesse d'en haut, c'est la noblesse du peuple en l'associant. Et je crois que c'est à partir de là qu'on arrivera à changer les choses.